bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la web radio du 3 octobre 2024. Ce soir, nous avons un sujet tellement intéressant car plusieurs syndicats, peut-être, font des revenus supplémentaires et on va discuter de ce sujet-là. Qu'en est-il de ces revenus-là? Comment les traiter? Donc, on va, avec nos invités de ce soir, profiter de leurs connaissances pour couvrir ce volet de revenus excluant les charges communes. Donc, mon nom est Valérie Couture, présidente de Condo Stratégiste et animatrice de la web radio Condo Légal. Et j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi comme invité Monsieur Jasmin Patnaud. Jasmin est CPA auditeur et associé fondateur de chez Desormeaux Patnaud. Alors, merci Jasmin d'être avec nous ce soir. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Je pense qu'on va avoir besoin de toutes tes lumières sur l'impact fiscal de ce qu'on va discuter ce soir. Il y en a que ça sera peut-être pas gros, il y en a peut-être que ça va être plus important et on va écouter attentivement ce que tu nous diras. L'autre personne que j'ai le plaisir d'accueillir, c'est une amie, Émilie Aubé, avec qui on a travaillé ensemble sur le conseil d'administration de l'Association québécoise des gestionnaires. Émilie est VP Finance et Administration chez Sentinelle. J'aime le dire, relève familiale. Donc, depuis 7 ans, elle est impliquée dans l'entreprise que ses parents ont démarré en gestion immobilière et de copropriété. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, merci beaucoup pour la belle présentation et pour l'invitation. Ben, c'est le fun de te retrouver avec nous et j'espère que tu pourras nous soumettre plein d'idées que les syndicats, que vous retrouvez dans vos syndicats chez Sentinelle en gestion, les idées farfelues ou intelligentes ou vraiment de ce que les copropriétés peuvent penser à mettre en place pour avoir des revenus supplémentaires. Et le dernier, non le moins, que je présente toujours malgré que tout le Québec le connaît, Maître Jolicoeur, bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, Maître Jolicoeur, avocat émérite en copropriété, en immobilier, associé chez cabinet Dunton-Rainville. Maître Jolicoeur, ce soir, on va commencer avec vous, mais je vais laisser présenter notre commanditaire de la soirée. Donc, c'est le bureau de Maître Jolicoeur Dunton-Rainville qui commandite la soirée. J'aime préciser que le commanditaire sert uniquement à nourrir les web radios légales, de condo légal, dans le sens où aider à les dépenses qu'il y a pour nous. Tous les panélistes ce soir sont bénévoles, donc c'est vraiment au niveau de la part qu'on a des autres participants comme Gabriel et Lanceny. Et Lanceny qui est notre support technologique avec le RGCQ, le regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec, qui est dans sa grande année ou cette année, son 25e. Je vais vous le dire, je vais vous le redire à la fin, mais demain est une grande journée aussi pour le RGCQ. C'est le colloque et le cocktail 25e. Alors, on est complet, mais ce sera une très belle journée pour célébrer ceci. Donc, d'entrée de jeu, Maître Jolicoeur, je vous cède la parole sur notre sujet de ce soir, c'est des revenus supplémentaires qu'un syndicat peut avoir reçu ou peut trouver pour se financer, pour faire des revenus. Est-ce que la première chose, sa mission lui permet de faire des revenus supplémentaires qui ne sont pas des charges communes? C'est une excellente question, puis je pense que c'est important de mettre en perspective un peu l'historique de ce que c'est un syndicat de copropriétaires. En 1994, le législateur a décidé de donner une personnalité juridique aux collectivités de copropriétaires. Donc, avant, on parlait d'association de copropriétaires. C'était quoi exactement? C'était pas très clair. Et en 1994, le législateur, à l'instar de la France, décide de créer cette notion de cette personne morale qui est un syndicat de copropriétaires. On va vous le projeter dans quelques instants. Le cadre législatif est très clair parce qu'on va parler d'une mission. C'est quoi cette mission d'un syndicat de copropriétaires? C'est l'article 1039 du Code civil du Québec qui prévoit, merci Gabriel, qui prévoit que la collectivité des copropriétaires, donc l'ensemble des copropriétaires, constitue dès la publication de la déclaration de copropriété une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble
ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Donc, c'est sa mission. Évidemment, lorsqu'on parle de faire de l'argent, ou lorsqu'on fait générer des revenus, ben, il faut que ces revenus-là s'inscrivent dans la logique prévue à l'article 1039 du Code civil du Québec. Donc, on met donc la table. On sait que les principaux revenus pour un syndicat de copropriétaires, c'est évidemment les charges communes payées par les copropriétaires. Donc, les dépenses courantes, l'entretien, la constitution d'un fonds de prévoyance, d'un fonds d'auto-assurance, l'embauche de professionnels, c'est généré par ces revenus qui sont les charges communes. Parfois, les syndicats vont être tentés de trouver d'autres sources de revenus. Est-ce qu'il y a moyen, au-delà des charges, dans le fond, d'alléger la charge financière de mes copropriétaires en générant d'autres revenus? Tout à l'heure, Valérie, vous allez donner la parole à Émilie parce qu'on a établi plusieurs codes d'espèces où effectivement on va générer du revenu autre que les charges communes. Et c'est posé cet été dans une décision rendue par l'honorable juge Lucier dans un dossier où je représentais un syndicat de copropriétaires au centre-ville de Montréal, où on a pris une injonction pour faire stopper l'installation d'antennes relais de TELUS et de Vidéotron. C'était des antennes relais qui n'étaient pas dédiées à un service interne. Ce n'est pas une antenne qu'on avait mis pour créer un réseau, un meilleur réseau de téléphonie en immeuble. C'était vraiment un lieu pour permettre le rayonnement de toutes les communications du centre-ville de Montréal. Donc, le syndicat que je représente, le syndicat horizontal, a pris un recours en injonction pour faire stopper l'installation d'antennes pour divers motifs, dont notamment le non-respect des dispositions de la déclaration de propriété initiale. Et dans le jugement que le juge Lucier a rendu pour faire stopper les travaux, et on a copie de ce jugement qu'on pourra peut-être vous donner en zone de référence, dans l'article 21 du dispositif jugement, le juge dit « Rappelons qu'un syndicat est un organisme sans but lucratif et que les dispositions de la déclaration de propriété ne lui permettent pas la recherche d'un profit. » Alors, c'est assez clair. Et globalement, généralement, les déclarations de propriété ne prévoient pas des clauses qui permettent au syndicat de générer un profit. C'est une décision nouvelle, cette décision du juge Lucier. Je ne vais pas retracer d'autres décisions où le tribunal a statué, mais j'ai évidemment, par suite de cette décision de la Cour d'appel, j'ai eu cette idée ce soir de faire notamment la réflexion qui n'a jamais été faite en copropriété. Bien, qu'est-ce qu'on fait avec ces revenus autres que les charges communes? Et là-dessus, je pense que Valérie, on peut donner peut-être la parole à Émilie parce qu'il y en a plusieurs cas d'espèces. Absolument. Émilie, élabore un peu sur ce que vous vivez avec vos syndicats qui mettent en place différentes formes de revenus supplémentaires. Il y en a qu'on a parlé qui sont peu, qui ne changent pas grand-chose. Là, on a donné un gros coup avec le jugement sur les antennes. Et ça, il faut se le dire, il y a quelques syndicats de copropriété qui en ont sur les toits des bâtiments. Mais Émilie, qu'est-ce que tu vois dans vos équipes de gestion que les administrateurs tentent de mettre en place pour amener un petit peu de sous au moulin? Oui. Bien, en fait, il y a deux sources, je dirais, de deux types de revenus autres. Il y en a qu'on considère plutôt des utilisateurs payeurs. Par exemple, certaines copropriétés qui vont avoir des salles, des salles de réception, donc ils vont venir mettre un frais pour louer la salle, qui va venir couvrir les frais pour faire le ménage puis assurer une surveillance. Par contre, des fois, les frais vont venir dépasser les frais d'utilisation de l'utilisateur. Donc, c'est là qu'on va venir générer des revenus supplémentaires. Donc, ça, c'est une nouvelle situation qui arrive. On a aussi la situation que certains immeubles ne sont pas encore munis d'installations électriques, que chaque garage a sa propre installation de borne électrique. Donc, on va permettre aux utilisateurs de venir se brancher à des compteurs communs moyennant un certain frais.
qui est établi sans nécessairement calculer la consommation électrique du copropriétaire, mais un frais fixe par mois pour utiliser les prises. Par la suite, d'autres situations qu'on a, on sait que dans le passé, c'était bien utilisé. Donc, dans certaines copropriétés avaient fait l'achat d'une unité afin d'aller y mettre un concierge résident, afin d'assurer les services de conciergerie, puis d'avoir quelqu'un 24 heures sur 7 dans l'immeuble. Oui. Avec les réalités du marché de l'emploi actuel, certains de ces postes concierge résidents ont été mis désuets et puis les copropriétés vont plutôt se tourner vers une compagnie pour assurer l'entretien de leur immeuble. Dans cette situation, la copropriété se retrouve avec une unité vacante qui va venir soit le mettre en location des fois aux visiteurs des copropriétaires ou une location long terme, trouver un locataire et puis générer un revenu par ce système-là. C'est pas mal les situations là, que j'ai notées là, dans mes copropriétés. Merci, Émilie. C'est à peu près ce qu'on retrouve. Des fois, j'ai vu dans certaines copropriétés des unités, des lockers qui étaient en surplus, que les syndicats se sont procurés, qui n'ont pas revendu, peuvent louer. Des stationnements aussi. Certains syndicats, les nouveaux, il reste des stationnements. Là, le syndicat les achète et les loue à ses copropriétaires, etc., etc. Donc, tout ça emmène un impact dans les états financiers. Et là, on va parler aux spécialistes de ça. Donc, Jasmin, qu'est-ce qu'on dit aux clients quand vous voyez arriver des revenus? C'est sûr que si c'est 500 $ sur un budget de 200 000, c'est pas grand-chose. Mais quand il y a des revenus, comment doivent réagir les administrateurs dans la tenue de leur état financier et est-ce qu'ils peuvent le faire? Bien, est-ce qu'ils peuvent le faire ou non, ça c'est une question légale, mais je pense qu'on vient de le déterminer là, que ça peut être fait tant et aussi longtemps que ça reste dans la mission du syndicat. Et d'un point de vue fiscal et comptable, c'est un petit peu la même chose. C'est tant et aussi longtemps que les revenus qui sont tirés, qui ne sont pas des charges communes, sont faits en ligne avec la mission du syndicat ou en service aux membres, normalement, il n'y a pas d'impact fiscal. Donc, ça ne sera jamais imposable. Il n'y aura pas non plus et souvent non plus, il n'y aura pas nécessairement de profit qui va être dégagé de ça. Tu sais, dans les exemples qu'on vient de donner, il y a souvent des dépenses qui sont reliées à ces revenus-là. Donc, dans le cas de la location de la salle de réception, ben, tu sais, on va avoir toutes les dépenses de ménage, de gestion aussi. Tu sais, on peut considérer l'administration de ces locations-là, de prendre les locations, les réservations, ça l'encourt des coûts. Donc, tu sais, normalement, on va terminer que c'est plus un service aux membres qui est donné, puis ce n'est pas nécessairement un gros profit qui est dégagé. Même chose quand on a des frais administratifs là, pour des confirmations notaires, des choses comme ça. Si on prend en compte le temps que ça prend à l'administration pour faire ça, ben, on peut facilement déduire que finalement, c'est un frais plus de dédommagement que de vraiment là, dans le but de créer un profit. La création de profit, ça, c'est un des critères qui est important pour déterminer si ça va être imposable ou non. L'autre critère, je l'ai mentionné rapidement, mais c'est de savoir est-ce que c'est un service qui est fait aux membres. Normalement, tant aussi longtemps que ça reste dans la communauté, dans les copropriétaires ou les locataires, ça ne sera pas imposable. Donc, ça reste un peu dans la mission du syndicat là, de fournir des services. Où est-ce qu'on a un problème? Ça va être dans des situations où est-ce que les revenus proviennent de non-membres. Donc, dans le cas de l'exemple des locations d'espace sur le toit pour les antennes, bien, clairement que c'est un revenu qui provient d'une entreprise externe. Donc, évidemment, là, d'un point de vue fiscal, ça pose problème et ça peut faire en sorte que le syndicat perde son exemption d'organisme à but non lucratif là, aux fins de la loi sur l'impôt. On peut avoir aussi, en fait, si on résume ça rapidement, c'est que tout, il faut toujours se demander, est-ce que l'activité qui génère le revenu constitue une entreprise ou un commerce, au sens des lois. Donc, comme je le disais, si c'est fait aux membres, on ne va pas dire que c'est une entreprise. Si c'est fait à des non-membres, bien là, oui, ça pourrait être considéré comme une entreprise. Un des gros aspects aussi qu'il ne faut pas négliger, parce que de plus en plus de syndicats qui, justement, essayent de générer d'autres revenus que les frais de condo, c'est l'implication de la TPS-TVQ. Donc, lorsqu'on atteint un certain montant d'autres revenus, donc des autres revenus que les frais de condo, dans le cas d'un syndicat, c'est 50 000 sur 4 trimestres, donc à peu près 50 000 par année, bien, le syndicat est obligé de s'inscrire à la TPS-TVQ et à la charger justement sur tous ces autres revenus-là.
Donc, quand les administrateurs déterminent des fois les stratégies de facturation de ces autres services-là, mais c'est peut-être quelque chose à considérer. Dans certains cas, ça peut être avantageux d'essayer de rester sous le seuil de 50 000 pour s'éviter là, tout le fardeau administratif de gérer ça. Et évidemment, ben, tout ça va être reflété dans les états financiers, va venir représenter vraiment un revenu pour le syndicat, là, tout comme les charges communes le sont là. Mais Jasmin t'a parlé de perdre d'être un OSBL, OK? Dans le sens où de perdre ça, le syndicat, est-ce qu'il le perd juste pour une partie ou il le perd pour tout? Parce qu'un syndicat actuellement qui gère, qui n'a pas de surplus, on s'entend que ce n'est pas avec une petite salle à louer là, qu'il va perdre son statut, mais est-ce que bien que les charges communes, ça peut devenir une autre fiscalité ou c'est juste son statut pour les revenus supplémentaires? Non, le statut, c'est vraiment pour l'entité en entier. Donc, on pourrait vraiment perdre le statut. Et c'est à ce moment-là que si on perd le statut d'OSBL, puis là, il faut faire la distinction, là, même si la mission du syndicat puis sa destination, c'est d'être à but non lucratif d'un point de vue légal, d'un point de vue fiscal, ça peut être autre chose. Et donc, d'un point de vue fiscal, si on perd l'exonération pour les organismes sans but lucratif, ben, c'est sur l'entièreté de notre profit ou de notre résultat net qu'on va être imposé. Donc, Est-ce que un syndicat qui perdrait ça fiscalement, est-ce que ça vient parce qu'ils font des revenus d'intérêt, les syndicats, donc là-dessus, ils n'ont pas d'imposition à payer parce qu'ils sont sans but lucratif. À ce moment-là, je donne l'exemple d'un syndicat qui a des antennes, comme Maître Jolicoeur a parlé tout à l'heure, qui font des revenus supplémentaires, etc. Ça viendrait-tu jouer aussi sur les intérêts des autres fonds dans le syndicat? Ben oui, dans le fond, ça vient jouer sur le total des revenus nets. Donc, quand vous regardez vos états financiers annuels que vous recevez à votre assemblée générale, la dernière ligne de l'état des résultats, le résultat net, ben ça serait un montant qui serait imposable. Donc, dans les années qu'on fait des pertes, il n'y aurait pas d'impact. Il y a même un moyen de récupérer de l'impôt payé dans d'autres années. Mais dans les années où est-ce qu'on fait des surplus, ben, on doit payer de l'impôt sur ce montant-là. Les revenus d'intérêt, ça, c'est un point, c'est un bon point parce que ça, on en voit partout. Puis là, avec les fonds de prévoyance qui deviennent de plus en plus garnis, des fois, ça peut être des très, très gros montants. Mais dans le cas des revenus d'intérêt, c'est considéré comme étant accessoire à la mission du syndicat. Donc, c'est de l'intérêt, c'est du profit qui est généré sur des fonds qui vont servir à assurer la conservation du bâtiment. Et à ce moment-là, cette portion-là ne ferait pas en sorte qu'on pourrait perdre l'exemption d'impôt simplement à cause des revenus d'intérêt. Donc, ça, ce n'est pas des revenus que normalement on va considérer. Là, puis ça ne rentre pas non plus dans le calcul du 50 000 que je disais tout à l'heure pour la TPS-TVQ. Madame Couture, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Allez-y. Bien sûr. On est propriétaire d'une maison unifamiliale, M. Patnaud, et on décide, parce qu'on est des gens qui sont attachés à lisser toutes les dépenses vers le futur, de se bâtir un fonds de prévoyance pour sa toiture de son bungalow. Et je vais mettre à tous les années 5 000 dans mon fonds, dans mon compte de banque à Caisse populaire, pour que lorsque je vais changer mon bardeau d'asphalte, qui va coûter 25 000, j'ai l'argent. Et mon petit compte à Caisse populaire va me rapporter de l'intérêt. Je vais payer en tant que particulier de l'impôt sur cet intérêt, même si je dis au fisc, c'est pour mes dépenses futures de remplacement de bardeau. Est-ce qu'on peut faire un parallèle identique quand un syndicat perd son statut d'OBNL en disant les revenus d'intérêt générés sur le fonds de prévoyance vont dès lors devenir imposables? Oui, ce serait à peu près le même parallèle, en effet. Donc, on viendrait payer de l'impôt sur les revenus du fonds de prévoyance. Donc, on vient sérieusement amputer les rendements pour les années hypothéquer, futures. Oui, effectivement. Et je vais mettre une couche de plus, M. Patnaud, mais moi, je suis avocat, donc j'ai le droit de poser des questions qui sont bisoreillées dans la comptabilité. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que pour le syndicat, les argents mis de côté dans le fonds de prévoyance sont un revenu qui, fiscalement, doit être pris en compte dans les impôts? Parce que le syndicat étant une personne morale distincte de ses copropriétaires, il engrange de l'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas également risquer de devoir payer de l'impôt sur les apports financiers des copropriétaires dans le fonds de prévoyance alors que je n'ai pas de dépenses conséquentes? Tout à fait, tout à fait.
il y a un mécanisme quand même de report de l'impôt payé, dans le sens où les années où est-ce qu'on aurait des très, très gros travaux et qu'on finit finalement avec une très grosse perte, Ouais. on peut venir récupérer de l'impôt payé dans des années passées ou dans les années futures. On peut reporter dans le fond les pertes. Mais oui, il y a certaines années que si on n'a aucune dépense dans le fonds de prévoyance, mais qu'on a les contributions en revenus, ben, ça nous crée un gros surplus pour l'année et ce surplus-là serait imposé, là, tout à fait, là. Donc, c'est un risque relativement nucléaire pour une copropriété de perdre son statut d'OBNL. Tout à fait, tout à fait. Alors là-dessus, C'est Mme Couture, évident qu'on n'avait pas beaucoup de fonds de prévoyance avant, fait que le risque de ça, c'était pas énorme, mais là, quand on entend ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu inquiétant. Il y aurait aussi le fonds d'assurance qui serait assujetti au même. On parle quand même de montants considérables maintenant, fait qu'il ne faudrait pas le négliger aussi. En effet. Tous les fonds, dans le fond, tu sais, c'est vraiment, comme je vous dis, prenez votre état financier annuel, le surplus que vous avez à la Le fin reste, du total du syndicat, là, incluant tous les fonds, c'est ça qui serait imposé. Donc, encore une fois, dans les années où est-ce qu'il n'y a pas de gros sinistres, qu'il n'y a pas de grosses dépenses de fonds de prévoyance, c'est souvent des bons surplus qu'on dégage. On ne le voit pas nécessairement comme ça parce que nous, on se dit, ben, c'est de l'argent qui est mis de côté pour les réparations futures, mais d'un point de vue fiscal, c'est de l'argent qui immédiatement va être imposé, même si plus tard, on va pouvoir peut-être en rattraper un petit peu là, dans les années qu'on a beaucoup, beaucoup de dépenses, là. donc si on a pensé à bâtir un fonds de prévoyance avec des objectifs de rendement et de capitalisation, ben là, ça va être encore plus pénible de capitaliser les sommes requises au fonds de prévoyance. Tout à fait. Tout à fait. Déjà que les rendements sur les fonds de prévoyance, bien que dans les dernières années, là, on a eu des meilleurs pourcentages, mais normalement, c'est pas avec les dépôts à terme et tout, c'est pas des gros rendements qu'on a. Si en plus on est imposé sur ces rendements-là, ben oui, sur 25 ans, ça a un très, très gros impact, là. et il ne faut pas oublier avec ces rendements-là, qui, dans toutes les études de fonds de prévoyance, sont calculés pour arriver au bout pour payer les travaux. Fait que là, ça viendrait changer la donne dans le sens que un syndicat qui perdrait ce statut-là devrait cotiser plus sur son fonds parce qu'il y aura ses revenus seraient imposables. Tout à fait. Les hypothèses de l'étude de fonds de prévoyance vont complètement changer, là, oui, oui. On peut peut-être retenir, Mme Couture, qu'un syndicat ne peut pas mettre à risque de perdre son statut d'OBNL par des revenus générés avec des tiers. Absolument. Puis il faut penser là-dessus. C'est sûr que quand on parle de ces inquiétudes-là, on parle surtout pour les plus grands syndicats parce qu'ils ont plus de composantes. C'est sûr qu'un 6 unités n'aura pas un appel de Rogers ou de Bell d'une autre société pour mettre des antennes sur son immeuble. On le pense bien, mais l'histoire des TPS, TVQ, Jasmin, euh, premièrement, je me souviens d'avoir discuté avec Aline il y a peut-être quelques années sur l'inquiétude des administrateurs parce que les démarches pour les syndicats qui devraient ou doivent s'inscrire. Premièrement, ceux qui ont du commercial, tu peux me corriger là-dessus, là, mais quand un syndicat doit s'inscrire au TPS-TVQ, il y a un montant, mais il y a aussi une certaine destinée de certaines unités commerciales ou des choses comme ça. Oui, ben en fait, du moment que le syndicat gagne des revenus de nature commerciale, donc que ce soit des autres revenus comme on vient de le dire, que ce soit des frais de condo provenant d'unités commerciales, donc si au rez-de-chaussée de votre bâtiment, vous avez des commerces, des restaurants, des choses comme ça, ben, les frais de condo provenant de ça vont être considérés comme du commercial. Et de plus en plus aussi, on voit les unités qui sont en location à court terme, du Airbnb, des choses comme ça. Des locations de moins de 60 jours, c'est considéré comme du commercial. Donc, dans les emplacements de villégiature, comme à Tremblant, par exemple, ça, c'est un enjeu. Donc, même si des syndicats qui ne sont pas des hôtels, qui ne sont pas formellement un réseau de location, mais qu'il y a tellement de personnes qui font de la location à court terme, bien là, le syndicat doit être inscrit à la TPS-TVQ. Donc, comme je le disais, du moment que le syndicat a ce genre de revenu-là, il a l'option de s'inscrire. Donc, il peut s'inscrire. C'est évidemment plus avantageux pour les unités commerciales, mais ça, bon, le calcul de tout ça, là, c'est un tout autre sujet. Mais du moment que le total de ces revenus-là sur 4 trimestres dépasse 50 000 $,
Ce n'est plus un choix, mais une obligation de s'inscrire. Donc, normalement, on voit rarement des syndicats qui vont décider de s'inscrire s'ils n'atteignent pas le 50 000 parce que il y a C'est vraiment un lourd. fardeau C'est lourd. administratif là, supplémentaire lié à la gestion de tout ça. Donc, souvent, ils ne vont pas s'inscrire, mais du moment qu'on dépasse 50 000 sur 4 trimestres, on n'a pas le choix de s'inscrire. Et puis c'est compliqué, là. Ben, c'est compliqué. L'inscription en tant que telle, c'est relativement simple. Souvent, qu'est-ce qui fait peur aux administrateurs, c'est qu'ils doivent fournir leur numéro d'assurance sociale. Puis là, bon, ils ont tout le temps peur. La raison qui revient tout le temps, c'est ben, si jamais je vends mon unité, le gouvernement va encore avoir mon numéro d'assurance sociale d'attaché au syndicat, des choses comme ça. Faut savoir que le numéro est fourni seulement pour fin d'identification. Donc, vous n'allez jamais être tenu responsable de la TPS-TVQ du syndicat si vous n'êtes plus administrateur, si vous n'habitez plus là, même si c'est vous qui initialement avez inscrit le syndicat. Donc, c'est vraiment juste fourni pour fin d'identification de la personne qui fait l'inscription. Et par la suite, ben, c'est de faire des rapports. Normalement, ça va être des rapports qui vont être au trimestre. Donc, de déclarer c'est quoi le montant des taxes qui ont été perçues, c'est quoi le montant des taxes qui ont été payées sur les dépenses, parce qu'il y a aussi le mécanisme là, de crédit sur intrant que le syndicat peut récupérer certaines taxes qu'il paye sur ses dépenses en lien avec ces revenus commerciaux-là. Mais ça, c'est une déclaration qui doit être faite au trimestre et parfois annuellement, là, dépendamment des montants. Mais ça complique quand même assez particulièrement la comptabilité. Si Tout à c'est pas fait. nécessaire, ça Tout complique. à fait, puis ça complique la préparation du budget parce que là, on a certaines unités qui sont assujetties aux taxes, d'autres qui ne le sont pas. Faut pas non plus, faut que les taxes soient réparties équitablement. Il ne faut pas que les unités résidentielles bénéficient du remboursement de taxes que le syndicat obtient. Donc, il y a vraiment un gros calcul derrière tout ça. Donc, oui, ça augmente significativement là, la complexité de la préparation du budget et de la facturation des frais de condo, là. OK, merci. Maître Jolicoeur, tantôt, Émilie nous donnait des exemples sur. Je vais prendre un exemple qui est quand même important maintenant, l'unité de concierge. Donc, l'immeuble a été livré avec une unité pour avoir un concierge résident. Puis, on parle de souvent, là, pas juste des 200 unités. Là, à l'époque de 2005, on avait des 80 unités, 4 étages, une unité de concierge, tout ça. Donc là, c'est sûr que ça vaut c'est un beau montant qui est là. Et puis, premièrement, qu'en est-il au niveau légal, au niveau de permettre de ne plus avoir de concierge résident? Parce que ça vient avec la destination de l'immeuble, dans le sens où moi, j'ai acheté mon condo là il y a 15 ans, puis je voulais avoir une place qu'un concierge. Puis là, le conseil d'administration dit on ne trouve plus personne, on n'en mettra plus. Il y a comment on va présenter ça à l'Assemblée et après ça, comment on va intégrer que ça peut être loué à un externe ou le syndicat va faire justement un revenu de location qu'il ne faut pas qu'il dépasse 50 000 dans le sens où on ne veut pas se casser la tête avec tout ça. Dans un premier temps, il y a deux cas d'espèce pour les appartements de concierge. On a dans des copropriétés où l'appartement a été loti. On a, au terme de la déclaration de propriété, un statut de partie privative avec une quote-part, une valeur relative. On a également les cas d'espèce où l'appartement n'a pas été loti en tant que tel et est situé dans les parties communes. Bon, c'est deux façons de décliner les choses. Mais vous l'avez à juste titre souligné, généralement, ces appartements-là font partie de ce qu'on appelle la destination d'immeuble parce que, à l'origine, le promoteur, dans sa mise en marché, a annoncé qu'il y avait un concierge résident dans l'immeuble. Et évidemment, les gens ont acheté parce qu'il y avait ce degré de proximité avec des services d'entretien. Proximité également sur le volet de la sécurité. Oui. Ça sécurisait beaucoup les gens que Maurice, qui demeure au premier étage, était présent si on avait besoin de quoi que ce soit. Alors, évidemment, les mœurs changent, les intérêts évoluent, la disponibilité d'avoir des concierges résidents est rendue aujourd'hui un défi. On avait cela dans les années 90-2000, puis là, aujourd'hui, c'est qu'en 2024, on est capable d'avoir des concierges résidents qui sont prêts à se faire payer à la porte soir et matin. Ça, c'est de plus en plus difficile. Alors là, les conseils d'administration se disent
pourquoi pas ne pas vendre cet appartement-là? Cet appartement-là vaut peut-être 500 ou 600 000 $. C'est de l'argent qui pourrait être d'intérêt être versé dans le fonds de croyance qui est sous-capitalisé. Que dois-je faire? Comment ça marche? Bon. Alors, dans les deux scénarios, imaginons que c'est une partie commune. Mais à ce moment-là, le syndicat va devoir procéder à ce qu'on appelle une opération cadastrale, créer un nouveau numéro de lot et donner une valeur relative à cet appartement-là. Ça, c'est compliqué parce que quand je crée un nouveau numéro de lot, je vais réduire d'autant la valeur relative des autres fractions de copropriété. Et l'article 1102 du Code civil du Québec prévoit spécifiquement qu'on ne peut pas modifier la valeur relative des copropriétaires, des fractions équitaires sans leur consentement. Ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'assentiment de tous et chacun dans la bâtisse. Dans l'optique, on est dans un appartement concierge situé dans une partie commune, parce que tant aussi longtemps que je ne l'ai pas loti, tant aussi longtemps que je n'ai pas modifié la déclaration de copropriété, ben, je ne pourrais pas en disposer. Deuxième cas d'espèce, c'est l'appartement qui porte son propre numéro de lot, il est cadastré, il est privatif, il a une valeur relative. Le syndicat, évidemment, ne paye pas de charges communes, donc la valeur relative de cette unité-là va être percutée sur les autres unités, là, parce que sinon, ça fait un calcul à l'infini. Et là, évidemment, on décide de le vendre. Bon, dans le processus, c'est plus simple. Toutefois, quand on parle d'un changement de destination d'immeuble, il y a deux scénarios qui peuvent s'offrir en pareille circonstance. On fait face à un immeuble qui date d'avant 1994, où généralement à l'époque, on prévoyait que le changement de destination, c'était 100%. Mais il va peut-être falloir chercher l'unanimité si on a une vieille déclaration de copropriété. Alors que si on a une déclaration de copropriété qui est postérieure au 1er janvier 1994 et qu'on a un changement de destination, c'est quand même une majorité importante. Oui. C'est l'article 1098, on parle d'une majorité renforcée, 3/4 en nombre de copropriétaires, qui représente 90%. Alors, Mme Couture, ça c'est un dossier, il va falloir ramer pas mal fort avec le gestionnaire et le conseil d'administration pour aller chercher un paquet de procuration parce que ce n'est pas un exercice facile. Là vient par la suite la question comment ça se décline au point de vue fiscal, puis là, compte tenu qu'on a le plus grand fiscaliste avec M. Patnaud, ce serait peut-être intéressant de l'écouter. Quel sera l'impact fiscal de cette disposition? Oui. Donc, normalement, lorsqu'on a un appartement qui est en location, qui n'est pas notre résidence principale, on est normalement imposé sur le gain qui en découle. Puis comme on le sait, il y a certaines copropriétés qui ont un appartement de surintendant depuis très, très longtemps. Le coût initial de cet appartement-là était peut-être de 60 80 000 À le l'époque. 25 ans et aujourd'hui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, là. Donc là, on parle vraiment d'un gain qui va être très, très important, là, un gain en capital très, très important. Cependant, l'Agence du revenu du Canada a fait une décision anticipée il y a quelques années à l'effet que tant et aussi longtemps que le gain découlant de la vente reste dans le syndicat, et dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive, là, si la vente est souvent faite pour renflouer le fonds de prévoyance, eh bien, le gain serait exonéré d'impôts. Donc, le fait de vendre cette unité-là, si je fais le parallèle un peu avec ce que je disais tantôt, ça ne représente pas une activité commerciale pour le syndicat. Le syndicat ne se lance pas dans une entreprise d'achat et de vente d'unités. C'est une chose qui arrive une seule fois. À ce moment-là, ça reste en ligne avec sa mission. C'est accessoire à sa mission, considérant que l'argent, encore une fois, reste dans le syndicat et reste pour des travaux d'entretien et de conservation du bâtiment. Donc là, on aurait vraiment l'exonération d'impôts sur ce gain-là. Donc, dans certaines situations, pour des syndicats qui ont besoin de renflouer rapidement leur fonds de prévoyance, ça peut être très, très intéressant parce que le plein montant de la vente va leur être disponible là, pour des travaux futurs. Il y a eu Mme Couture de poser la question à M. Patnaud, mais si on a un conseil d'administration très généreux qui dit aux copropriétaires, on va vous le remettre cet argent-là, on vient d'avoir 750 000, on est 10 unités, un beau chèque de 75 000 chacun. Qu'en pensez-vous? C'est quoi l'impact fiscal de ce cadeau de Noël adressé aux copropriétaires, tant sur la fiscalité personnelle des copropriétaires que sur la fiscalité du syndicat?
Ben, dans ce cas-là, tu sais, d'emblée, c'est sûr que le syndicat perd son exemption d'organisme à but non lucratif. Donc, du moment qu'on rend disponible personnellement aux membres des profits ou des surplus du syndicat, c'est automatique, on perd l'exemption, donc l'exonération d'impôt. Et d'un point de vue personnel, ben, ça va être considéré souvent ça va être considéré un peu comme un dividende provenant d'une compagnie privée. Donc, ça serait imposable aussi, là. Ça a vraiment des grosses incidences. Tu sais, dans aucune situation, on ne devrait remettre de chèque aux copropriétaires. On peut toujours ajuster les frais de condo futurs, ne pas les augmenter, mais de dire qu'on retourne un chèque aux copropriétaires, ça a des très gros enjeux fiscaux, là, c'est à éviter absolument. Puis, ça, on le voit, probablement qu'Émilie, tu l'as peut-être déjà fait aussi avec certains syndicats, mais justement, l'unité du concierge qui est finie de payer et que le syndicat a des travaux importants à faire et qui veut refinancer cette unité-là. Est-ce que ça change quelque chose au point de vue fiscal? Après ça, je vais demander à Maître Jolicoeur comment ça marche si un syndicat a besoin de cet argent-là, puis de refinancer, d'aller chercher de l'argent le plus possible sur l'unité qu'il a. Jasmin? Oui, ben en fait, non, d'un point de vue fiscal, ça n'a pas d'incidence. Donc, on vient refinancer l'appartement. Les dépenses d'intérêt sur le paiement de l'hypothèque dans les années futures vont tomber dans les dépenses communes. Une chose qui est importante, puis ça, c'est pas d'un point de vue fiscal, là, c'est vraiment plus plutôt comptable, mais lorsqu'on va préparer les budgets, même si le remboursement en capital sur l'hypothèque ne constitue pas une dépense d'un point de vue comptable, donc ce n'est pas un montant qui va se retrouver à l'état des résultats dans les années futures, bien, il ne faut pas quand même oublier de le mettre dans le budget parce que c'est de l'argent qui sort du compte de banque, il ne faut pas en manquer. Mais sinon, tu sais, d'un point de vue fiscal, vraiment, il n'y aurait aucun impact là. OK. Fait que dans le fond, c'est juste qu'il faut penser à ce que ça va nous coûter à chaque mois pour l'argent qu'on a été prendre, mais Exact. fiscalement, ça ne change rien, mais ça peut être un bon moyen. Au lieu, par exemple, pour les copropriétaires, de faire une contribution spéciale de 200 000 pour financer une partie d'une toiture, puis ils ont de l'espace sur une unité qui est presque ou toute payée, ça peut se faire. Mais Jolicoeur, avez-vous déjà conseillé des syndicats dans des plans de refinancement ou des choses comme ça? Parce que c'est pas simple. Émilie, vous avez peut-être quelque chose à dire là, dans votre pratique, là. Émilie, est-ce que tu l'as déjà fait dans des syndicats, des refinancements d'unités de conciergerie? J'ai pas participé nécessairement à un refinancement, mais j'en ai certaines qui sont présentement sur un plan. Puis on l'inclut au budget pour être sûr de ne pas avoir de déficit à la fin de l'année. Mais Jolicoeur, on fait ça comment quand on veut refinancer? Ben, avant de répondre à la question, je veux juste quand même expliquer une certaine pratique chez des promoteurs qui veulent qu'il y ait un appartement du concierge ou une salle communautaire, parfois d'hypothéquer dès le début de la copropriété cet appartement. Alors, on a un promoteur dans la région de Montréal qui, avec sa casquette d'administrateur provisoire du syndicat, ou transitoire plutôt, va contracter un prêt au nom du syndicat. Alors, la compagnie pour laquelle il est un des dirigeants va vendre l'appartement à la copropriété, exemple un demi-million. Ils vont mettre une hypothèque et là, l'argent va retourner au promoteur. Alors, là, évidemment, est-ce que c'est moral, légal, et ainsi de suite, lorsque c'est déclaré dans le prospectus de vente ou dans la documentation en amont de la transaction, il n'y a pas de souci s'il n'est pas. Bon. Alors, on va avoir, dès le début de la copropriété, un actif hypothéqué. Donc, il va avoir, bon, ça va valoir peut-être 500 000 avec une hypothèque de 480 000 mais ça va faire partie de la réalité. Maintenant, sur les situations où effectivement, on est dans une situation où on a besoin d'apport financier, on a un appartement qui est totalement payé, il n'y a pas de dette, effectivement. Le syndicat va pouvoir contracter un prêt hypothécaire. Il va falloir voir si cette décision relève de l'Assemblée des copropriétaires ou du conseil d'administration. Donc, il va falloir voir l'acte constitutif de copropriété, qui a l'autorité d'agir. Des fois, on limite le pouvoir d'emprunt du conseil d'administration à des montants X. Et donc, il va y avoir une question d'apprécier les paramètres là, de la constitution de copropriété pour voir qui décide de quoi.
OK, OK. Je peux Mais juste ajouter, Valérie, oui, sur ce point-là aussi, quelque chose qui est à considérer, puis que souvent les gens ne pensent pas automatiquement. C'est que souvent, tu sais, les gens vont, quand ils vont avoir recours à un refinancement comme ça, c'est qu'ils vont hésiter entre une cotisation spéciale ou le refinancement. Le refinancement, on se dit, bon, ben, ça n'a pas d'impact, tu sais, on emprunte sur la valeur qui nous appartient de l'appartement du surintendant, mais dans les faits, il faut penser qu'on vient emprunter sur les frais de condo futurs. Donc, les frais de condo des 20 prochaines années vont être plus élevés à cause qu'on obtient de l'argent maintenant. oui, Donc, quand on pense aux travaux à être faits, qui normalement, le fonds de prévoyance, c'est l'inverse. Si on veut accumuler de l'argent sur 20 ans pour avoir l'argent disponible pour quand on fait les travaux, mais là, on fait l'inverse. On fait un emprunt qu'on repaye sur 20 ans. Donc, la toiture, finalement, non seulement on n'a pas accumulé l'argent sur les 20 dernières années, mais là, on la repaye sur les 20 prochaines. Donc, dans 20 ans, on va finir de la payer, mais elle va être à refaire. c'est ça. On va réhypothéquer encore. C'est ça. Donc, c'est toujours à considérer, là, des fois, tu sais, ça peut paraître bien beau, bien facile, mais dans les faits, on vient imputer les frais de condo des prochaines années, là. Oui, puis en plus, juste parenthèse, c'est que les frais de certaines institutions qui veulent bien refinancer ce genre de produit-là en copropriété, parce que c'est encore au début, il y a des frais juridiques avec les banques qui sont assez élevés, dans le sens où ils viennent à l'Assemblée, etc. Puis on peut penser à même jusqu'à 15 à 20 000 de frais que l'institution va charger. Fait que, Jasmin, ton point est excellent parce qu'au bout du compte, ça devient très, très lourd. Si on va dans le plus petit, Maître Jolicoeur, qu'est-ce que le syndicat peut décider légalement de vendre comme service? Je vous redonne certaines, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Euh, Quelqu'un veut venir tourner un film. Je demande à des copropriétaires pendant 2 jours de libérer le stationnement pour les roulottes du film, etc. Le syndicat encaisse. Bon, y a-tu besoin de demander une approbation quelconque? Est-ce qu'il doit dédommager le copropriétaire parce qu'il a fait un revenu? Puis en prenant leurs biens, en fait, parce que je leur prive d'un stationnement, quelles sont les dispositions qu'un conseil d'administration prendrait pour ce genre d'activité-là? Parce que ça, on le voit un peu plus souvent maintenant. Il y a beaucoup de tournages de films à Montréal, etc., des lieux particuliers, puis les syndicats ont tendance à embarquer dans ça. Est-ce que ça demande une précaution? Mais il faut, oui, une précaution, c'est de se demander est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est Oui, pas sa première question. Alors, je rappelle qu'un syndicat, c'est un organisme sans but lucratif. On n'est pas là pour générer un profit lorsqu'on commence à louer les parties communes. Ben, dans un premier temps, est-ce que c'est de la compétence du conseil d'administration? J'en doute fortement. C'est exact. un acte d'administration, de la location. Alors, peut-être que la question, c'est de se dire, est-ce que le conseil d'administration a l'autorité de louer les espaces communs? Deuxièmement, il y a toutes les questions aussi sur l'intimité des copropriétaires, parce que là, on a des caméras qui rentrent dans la copropriété. Donc, on risque de se frotter les oreilles avec les copropriétaires qui vont dire, vous, comme conseil d'administration, vous n'avez pas l'autorité. L'autre chose aussi, est-ce qu'on a une couverture d'assurance qui prend le risque associé à ce genre de tournage-là? Imaginez qu'on branche toutes sortes de fils électriques puis le feu prend. Moi, certainement, je poserai la question à mon assureur en amont de la location des espaces. Si jamais quelqu'un se blesse, si le feu prend, est-ce que ma couverture d'assurance est conséquente à ce type de risque? À mon avis, non. C'est une situation d'accroissement du risque assurable, mais pour être bien sûr de son coût, une communication avec son courtier d'assurance ou son agent d'assurance pour valider la faisabilité du projet. Ça, évidemment, on est dans des situations atypiques, là, Mme Couture, mais j'aimerais peut-être faire un petit pas en arrière parce qu'on en a parlé succinctement. On a deux dispositions dans le Code civil du Québec qui ont été introduites par le projet de loi 16, 1068.1 et 1068.2. Alors, peut-être si M. Gabriel pourrait nous les mettre à l'écran, ça serait peut-être plus parlant pour notre auditoire. Alors, le premier, oui, merci Gabriel. Le premier précise que celui qui vend une fraction doit, en temps utile, remettre au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement du gouvernement. Et à cette fin, le syndicat remet dans un délai de 15 jours l'attestation au propriétaire qui en fait la demande.
Cette disposition ce soir n'est pas en vigueur, mais elle risque de l'être peut-être d'ici la fin de l'année. Puisque, comme vous savez, à la couture, on a un règlement qui est paru dans la Gazette officielle et qui va faire entrer en vigueur cette disposition. Donc là, évidemment, il va y avoir de la fébrilité. Mme Aubé va se faire interpeller par ses administrateurs. Hey, Janine vend son condo, là, puis ça a l'air qu'il faut faire une attestation de que c'est cette affaire-là. Excusez-moi l'expression. Donc, d'ailleurs, demain, vous savez, on fait un événement RJCQ, notamment là-dessus. Alors, ça va faire rouler la planche à billets, ça. Parce que les syndicats vont légitimer de facturer ce que j'appellerais des frais raisonnables. D'ailleurs, M. Pateau nous l'a dit tout à l'heure, Oui. les frais qui, dans le fond, correspondent au coût réel. Mais des fois, il y en a qui sont gourmands. Alors, j'ai vu dans une communauté que j'ai représentée où la gestionnaire demandait 650 pour remplir un petit bout de papier. Donc, et là, évidemment, se pose la question, mais quel genre de revenu? C'est vu comment? Est-ce que c'est un retour? On va revenir à M. Christophe-Kitchi après dans quelques instants dessus, je vous dirai. Donc là, évidemment, se pose la question, l'argent qui est facturé aux copropriétaires, qui en a de bénéfice? Est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que c'est le syndicat? Ça rentre dans les revenus de qui? Le chèque est fait à qui? Alors, à un moment donné, la planche à roulettes d'argent, là, dans une copropriété, vous avez, je ne sais pas, une vingtaine d'unités qui se vendent par année dans les grandes copropriétés. Si on charge un 350 ben c'est 350 fois 20. Comment ça faire de l'argent? Mais là, on va aller sur l'autre disposition qui est 1068.2, qui est celle-ci, est en vigueur. Gabriel, c'est possible de la mettre à l'écran. Alors, on dit à 1068.2, celui qui promet d'acheter une fraction peut demander au syndicat qu'il lui fournisse les documents ou renseignements concernant l'immeuble et les syndicats qui sont de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé. Le syndicat est tenu sous réserve des dispositions relatives à la protection des vies privées de les fournir avec diligence au prometteur acheteur aux frais de celui-ci. Ah, le législateur reconnaît que le syndicat peut spécifiquement charger des frais en vertu de 1068.2. C'est une disposition législative peu connue. Alors, les courtiers ne la connaissent pas encore comme il faut, courtiers immobiliers, mais sachez là, que dans les mois qui viennent, vous allez avoir des prometteurs acheteurs qui vont vous demander la copie de la police d'assurance, des états financiers. Tout ça, ça génère une activité économique. Et encore là, le syndicat aura, je mets des chiffres qui me semblent raisonnables, facturé un 250 au copropriétaire qui demande son attestation, facturer un autre 250 à l'acheteur, on est rendu à 500, puis peut-être, je dis bien peut-être, que le dernier qui va passer la rampe, c'est le notaire. Le notaire qui a un autre questionnaire, un autre 250 Alors là, on est peut-être rendu à 750 par unité, j'en ai 20. Ça commence à faire du revenu, ça. Hein, ça commence. Puis là, je ne sais pas comment M. Paton va considérer ce revenu, cette planche à roulettes, où on est rendu à 750 Et là, évidemment, c'est de l'argent qui rentre dans le patrimoine du syndicat et qui, forcément, ne générera pas forcément une dépense. Pensons qu'on a des administrateurs bénévoles, des gens qui ne facturent aucunement le temps passé. Bien là, c'est un revenu direct de 750 par transaction, sans avoir une dépense associée. Ou peut-être que c'est un gestionnaire qui, lui, va facturer au syndicat le 250 qui rentre. Alors là, je trouve ça intéressant de se poser la question, mais c'est quoi le traitement fiscal, M. Patnaud, de cette planche à billets qui commence à circuler, où des fois on aura une dépense et où des fois on n'en aura pas? Oui, donc c'est sûr que l'aspect de TPS-TVQ, comme j'expliquais tout à l'heure, va s'appliquer dans tous les cas, donc peu importe qu'on ait les dépenses ou non. Après ça, l'aspect d'impôt ou d'exonération d'impôt, la question ne se pose pas vraiment parce qu'on va considérer que c'est des revenus qui sont accessoires à la mission du syndicat.
Là, d'autant plus que c'est des obligations légales. Donc, le Code civil nous dit que le syndicat doit le faire. Ça rentre directement dans ses obligations, ça rentre dans sa mission en quelque sorte, dans ses responsabilités du moins. Donc, ça serait vraiment considéré comme étant accessoire à sa mission. Et dans ce cas-là, tant et aussi longtemps que les montants ne sont pas déraisonnables, ben, on va considérer là, que ça va rester exonéré d'impôts, là. Et si on a des 250 ça, c'est un montant qui me semble, on voit souvent passer, là, c'est un peu le frais classique. Mais tu sais, si on a des syndicats qui se décident, là, qui se disent, moi, je veux pas en avoir de demande qu'on va charger là, un frais dissuasif de 1500, mais là, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait une problématique d'exonération d'impôts et de statut d'OSBL. Mais dans le cas que le frais reste raisonnable, c'est accessoire à la mission du syndicat. Donc, le syndicat conserverait son statut d'OSBL, d'organisme à but non lucratif, là. Mais là, vous voulez dire, M. Pateau, qu'on est rendu à 750 compte tenu des 3 demandes sur une Ouais. transaction. On est rendu Mais à là, tu sais, on a 750. 3 documents. C'est quand même 3 obligations Transactions. distinctes, 3 transactions. 150 bon. transactions. Donc, le montant total n'importe pas. Tu sais, on pourrait bien avoir toutes les unités qui sont vendues dans la même année, qu'on a 50 000 de autres revenus liés à ça. Mais individuellement, est-ce que le frais était raisonnable? Bien là, tant qu'il l'est, on est correct, là. OK. Oui, c'est un bon point, ça. Et puis, parce qu'effectivement, de toute façon, on le voit dans le règlement, les gens peuvent émettre des commentaires et tout pour ce règlement-là, puis qu'on va couvrir demain justement avec un panel de gens très, très compétents pour discuter au colloque du RGCQ. Mais ça demande de plus en plus de détails d'attestation qui va être à donner. Dans le sens où les gestionnaires, parlons pour les gestionnaires comme Émilie et moi, qui allons maintenir à jour toutes les choses comme, tu sais, chaque vente, c'est à réviser. Donc, les syndicats doivent s'assurer de donner la bonne information, que ce soit tenu à jour. Ceci étant, là, on a parlé de choses plus importantes, mais Maître Jolicoeur, quand on a parlé, Émilie tantôt a donné les branchements électriques dans les prises du syndicat. Le syndicat ne veut pas nécessairement faire d'argent avec ça parce qu'habituellement, il charge, Émilie, corrige-moi, là, mais il charge à peu près ce que ça coûte sur le site d'Hydro-Québec brancher une voiture. Ben, ça m'amène peut-être à renchérir sur la question, en plus, sur la terminologie à employer quand on fait ces facturations-là, parce que techniquement, au Québec, il n'y a pas de personne autre que Hydro-Québec et ses affiliés qui peuvent faire de la vente d'électricité. Par contre, le syndicat de copropriété a le principe de celui qui utilise des services a le droit à des frais. Donc, je ne sais pas comment ça serait vu, mais nous, on a utilisé la terminologie charge commune liée à l'utilisation de bornes électriques. Parce que des fois, on parle, oui, d'une prise murale, mais maintenant, il y a des systèmes aussi que c'est le compteur du syndicat avec un système de charge à plusieurs Oui. volets, qui a une mesure pour chacune des bornes, mais par la suite, c'est le syndicat qui doit émettre des facturations, mais on ne peut pas faire des factures d'électricité au Québec. Donc, j'aimerais savoir peut-être l'opinion de c'est quoi la terminologie, puis c'est quoi le processus qui doit être fait dans ces situations-là. Je trouve, Valérie, que le commentaire d'Émilie est très intéressant parce que ça m'interpelle. Effectivement, elle nous apporte un élément assez vivifiant. Dans un premier temps, on ne peut pas qualifier cette facturation de charge commune parce qu'une charge commune, ça doit suivre le processus de 1064. Il y a un processus de consultation, d'assemblée de copropriétaires. Alors donc, ce sont des charges autres que des charges communes. Maintenant, comment le qualifier alors qu'on ne veut pas se faire interpeller sur de la vente d'électricité? Ben, ça va prendre de l'imagination. Puis moi, comme avocat, je ne peux pas vous donner des conseils en ligne en disant comment contourner une loi pour camoufler une vente d'électricité, mais c'est un véritable souci là, pour lequel dans cette web radio, là, je ne sais pas quoi vous dire. Donc c'est ça. Si c'est un compteur commun, est-ce que ça peut être inclus dans le budget d'opération d'un syndicat et donc? Ben, c'est toujours le principe de. On a deux types de charges. On a les charges communes générales, qui est dont la
répartition est basée sur la valeur relative d'une fraction. Et on a des charges communes particulières, mais qui ne peuvent qu'être en relation avec une partie commune à usage restreint. Alors, on est dans les charges d'hydroélectricité, ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc, c'est autre chose. Alors, là, autre chose, je ne saurais pas quoi vous dire, comment on peut facturer. Moi, je pense que, surtout quand je regarde la décision du juge Lucier, on est organisme sans but lucratif. Sommes-nous un organisme qui peut distribuer de l'électricité? J'en doute fortement. J'en doute fortement. Je pense que ça ne s'inscrit pas dans la mission de 1039 du Code civil. Ça ne s'inscrit pas non plus dans la mission des déclarations de copropriété. Alors, c'est peut-être un élément sur lequel il faut avoir une attention particulière, se demander, on peut-tu faire ça? Mais on offre un service à nos copropriétaires avec ça. Oui, mais Oui, non, je comprends. on tombe, Mme Couture, dans les zones grises actuellement, où c'est pas blanc, c'est pas noir, le gris assuré. Et c'est là qu'on vous appelle, Maître Jolicoeur, pour éclaircir le gris. Oui, puis on n'est pas dans la science exacte, hein. Nous autres, comme avocats, surtout avec une web radio qui est quand même ce soir assez innovatrice, on est dans du substrat qui n'a jamais été traité dans une web radio, ni en rien. doctrine. En doctrine, il n'y a pas de texte. On est ce soir dans un état de réflexion de droit nouveau. Ce soir, là, on est unique. Puis c'est une réflexion qui va s'améliorer. Il y a d'autres gens qui vont penser peut-être à des façons de faire qu'on n'a peut-être pas élaborées ce soir. Mais chose certaine, on a vraiment ciblé des enjeux et c'est très novateur notre échange ce soir. Mais on est à la fin de notre web radio. C'est que l'important qu'on a à retenir, c'est que nos syndicats de copropriété doivent s'assurer, dans un premier temps, de toujours valider qu'est-ce qu'ils veulent offrir comme service supplémentaire à leurs copropriétaires. Parce que là, Émilie est arrivée avec on n'a pas le droit de vendre de l'énergie, de l'électricité. Je n'avais même pas pensé à ça du tout, du tout, du tout. Je ne me serais pas gênée pour marquer électricité 101, voici. Mais c'est vraiment de toujours se prendre un recul et de dire, bon, est-ce que la déclaration le permet? Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Après ça, qu'est-ce que je dois, comment faire pour l'implanter? On parle de des petits frais, de différentes affaires qu'on veut charger à nos copropriétaires. Bien, s'assurer que c'est bien fait parce que sinon, ça peut être contesté, puis après ça, on est obligé de revenir en arrière pour peut-être défaire des choses qu'on a facturées pendant 2 ans aux copropriétaires qui n'auraient pas dû être faites de cette façon-là. Et puis, vous avez bien dit, Maître Jolicoeur, vous parliez de charge commune qui est consultation avec l'Assemblée. Donc, on parle vraiment quelque chose qui serait au budget ou dans un budget. Mais je vous laisserai chacun le mot de la fin parce que moi, outre de dire soyons prudents comme syndicat et prenons le temps de faire les vérifications avant de mettre en vente quelque chose, que ce soit des épinglettes ou de l'énergie. Faut vérifier notre déclaration de copropriété et tout ça. Mais Émilie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des administrateurs qui veulent vendre des services différents dans des syndicats? Qu'est-ce que tu leur dirais de bien vérifier? Mais premièrement, toujours se fier à la déclaration de copropriété. Puis si on a un doute, de demander une opinion légale sur la question parce que lire entre les lignes, à titre d'administrateur, c'est peut-être pas notre rôle. Donc, on a des outils pour aller chercher des opinions légales qui seraient vraies. Puis par la suite, une fois que l'opinion a été décidée, bien, c'est se poser la question du pour et du contre. Est-ce qu'on veut perdre notre statut, comme Jasmin l'expliquait, avec toutes les incidences? Donc, c'est de prendre un choix réfléchi là, par la suite. Merci. Merci, Émilie. Jasmin, tu dirais quoi comme précaution au syndicat de copropriété? Ben, de vraiment rester dans le fond dans leur mission, c'est de se demander qu'est-ce qu'on vient facturer, est-ce que l'activité qu'on va entreprendre, c'est en lien avec notre mission? Parce que vraiment, d'un point de vue fiscal, comme je le dis depuis le début, vraiment, on a un statut d'organisme sans but lucratif, c'est reconnu par les deux gouvernements, les syndicats de copropriété, c'est pour du résidentiel, c'est à but non lucratif.
Et donc, tant et aussi longtemps que les activités qu'on entreprend et les revenus qui peuvent en découler restent dans la mission du syndicat, ben, on n'aura pas de problème d'un point de vue fiscal, là. Puis Jasmin, juste pour dire, vous pouvez aussi donner les syndicats qui voudraient vous appeler pour poser quelques questions, vous donner des services de consultation un petit peu si les gens Absolument. ont des doutes. Parfait. Absolument. Donc, on va donner votre numéro tantôt, là, mais c'est important. Émilie l'a dit, vérifiez la déclaration, renseignez-vous, faites-vous éclaircir sur la déclaration, aussi sur l'impact fiscal, parce que vous pouvez penser que puis vous savez des fois que ben, une plainte, ça ne vient pas toujours de l'extérieur. Des fois, il y a des petits coquins dans les copropriétaires qui peuvent être tentés de vouloir semer le doute en quelque part. Maître Jolicoeur, tantôt, on a débuté avec un jugement de la Cour supérieure sur une copropriété. C'est important de le dire que c'est deux syndicats, un vertical et un horizontal. Donc, qu'est-ce que vous donneriez comme mot de la fin au syndicat de copropriété, peu importe la grandeur? Bon, moi, mon mot de la fin, c'est de dire c'est bien l'altruisme. Lorsqu'on est sur un conseil d'administration, on veut bien faire, on veut faire sauver de l'argent aux copropriétaires, on veut bien paraître à l'Assemblée en disant j'ai fait des revenus, notamment dans un exemple comme celui qu'on a eu devant la Cour, où les administrateurs vont se targuer de dire à l'Assemblée on va réduire vos frais de condo. Soyez prudents. Parce qu'on sait qu'en matière notamment de TPS-TVQ, il peut y avoir des conséquences pénales sur les non-remises des taxes. Ça peut engager la responsabilité des administrateurs. Alors, quand vous êtes administrateur, posez-vous la question, est-ce que ce type de contrat, est-ce que ça rentre dans la mission? Est-ce que ma responsabilité pourrait être un jour mise en cause parce qu'on a agi en dehors des limites de ce que la loi nous permet de faire? Est-ce que je suis en dehors de la mission première de mon syndicat de copropriétaires? Mettez-vous pas dans une situation où un jour, même après avoir vendu, que ce soit le fisc, que ce soit un conseil d'administration postérieur, va vous interpeller en responsabilité. Gardez-vous une petite gêne pour éviter, dans le fond, qu'un jour vous ayez des problèmes. Et il n'y a personne qui va venir vous féliciter après coup si jamais vous ramassez tout seul avec des problèmes conséquents. Vous allez être tout seul. Et peut-être que vous ne serez même pas pris en charge en termes de frais légaux par l'assureur du syndicat en responsabilité, parce qu'on va vous dire, vous avez excédé votre champ d'activité, votre champ de compétences comme administrateur. Merci beaucoup, Maître Jolicoeur, pour ce mot de prudence à la fin. Donc, effectivement, il faut penser à tout ça et voyez si ça en vaut vraiment le coup et revenez à la mission première qui est de charger des charges communes pour entretenir et voir à la pérennité du bâtiment. Donc, en mon nom et au nom de mes invités avec moi, Jasmin Patnaud, Émilie Aubé, Maître Jolicoeur, merci d'avoir été là. On vous invite, on l'a dit tantôt, Desormeaux Patnaud peuvent vous aider. Les bureaux d'avocats d'Hunton-Rainville, Maître Jolicoeur et son équipe peuvent vous aider. Et Émilie, qui est encore dans le conseil d'administration de la QGC, aussi peuvent répondre à certaines de vos questions. Pas d'ordre légal, mais de conseil. Donc, communiquer avec des gens qui sont habilités de vous conseiller. Merci au RGCQ. On a une grosse journée demain, le colloque et le cocktail du 25e. On va discuter du projet de règlement d'un bout à l'autre de la journée. Donc, on vous invite à vous mettre membre. Merci à Lanceny. Vous pouvez réécouter les web radios qui sont disponibles sur Condo Légal. Vous pouvez scanner le code QR et vous allez avoir des réponses que peut-être vous n'avez pas eu le temps d'écouter ce soir. Vous allez pouvoir la réécouter au complet, etc. Donc, on vous invite à aller voir en rediffusion. Donc, on vous voit pour la prochaine web radio. Les portes et fenêtres en copropriété, ça commence à être compliqué en pas pour rire avec les parties communes à usage restreint. Jasmin, tu devrais être encore avec nous autres ce soir-là pour comment on fait les règles de répartition, qui paye quoi, qui décide quoi. Est-ce que je peux payer une partie commune à usage restreint qui devrait être remplacée par le syndicat, mais je veux aller en avance? Donc, on va couvrir ça. Les invités restent à confirmer, mais encore une autre web radio intéressante. Et comme je vous dis, de plus en plus, les règles de répartition pour les parties communes à usage restreint, c'est pas de la petite bière. Donc, il faut absolument qu'on vous aide avec tout ça.
Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Wow.